Et c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Maxime. On s'est déjà un petit peu vu avant, mais alors, bienvenue pour ceux qui sont déjà connectés. Je vais aller sur le chat qui est là. Bonjour Louise, bonjour Nicolas, bonjour Cléa. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, on va attendre juste quelques minutes que tout le monde se connecte au fur et à mesure. Bonjour Saïd, bonjour Sania. Euh, En attendant, ce que je vous propose, c'est de vous, euh, c'est de vous présenter rapidement Comet, et puis je vais vous présenter différentes fonctionnalités disponibles dans Livestorm pour nous permettre d'interagir avec vous durant cette session et avec Maxime lors de la présentation. Et puis après, on va démarrer tranquillement. Alors du coup, je me présente, c'est pas très poli, je commence du coup Maxime. Mais après je te laisse toute le reste de la presse pour t'exprimer. Alors moi c'est Chloé, je suis chez Comet depuis 3 ans maintenant, ça passe, et je m'occupe de l'ensemble de la communauté Comet, donc de tous les freelances. Et Comet, pour ceux qui ne nous connaissent pas, du coup, c'est un écosystème qui regroupe les meilleurs freelances tech data de la place parisienne et même européenne, puisqu'on s'étend petit à petit. Aujourd'hui, on compte à peu près 10 000 freelances, donc c'est pas rien, ça commence à faire un peu de monde. Et nous, notre objectif, ce qui nous lie au quotidien, c'est de vous offrir les meilleures conditions pour pouvoir travailler en tant que free et profiter de ce statut. Salut Valentin. Donc, ça passe par le fait de vous trouver les meilleures missions, très clairement, chez des clients de renommée, mais aussi chez des startups d'ailleurs, et de vous accompagner sur tout le process donc, de recherche de missions. Donc, on cherche des missions pour vous, mais surtout sur l'aspect contractualisation, le suivi, la facturation, etc. Et puis, en parallèle, on négocie tout un tas de partenariats, comme c'est le cas avec Blend. Donc, on vous présentera ça tout à l'heure, pour vous faciliter votre vie de freelance. Donc ça va être sur de la formation, comme c'est le cas aujourd'hui, mais ça va être aussi sur le fait de trouver des services nécessaires pour votre vie à vous, hein, que ce soit par rapport à des banques, des assurances. Ça va être sur le fait de trouver des espaces de cowork à des tarifs négociés. Le fait de se sentir un peu moins seul en participant à une communauté, on a un gros Slack où nos freelances échangent les uns avec les autres sur tout un tas de choses. Donc voilà, Comet, c'est tout ça, c'est tout cet écosystème. Et dans ce cadre-là, on organise des événements, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc une fois par mois, on se réunit pour vous proposer un webinaire technique et un webinaire aussi de free talk où on va parler d'autres choses. Et aujourd'hui, on va parler certification AWS, préparation avec Maxime. Ouais, je crois que j'ai rien oublié. D'ailleurs, pour ceux qui nous ont déjà rejoints, peut-être, vous pouvez peut-être nous dire par chat si vous avez déjà été certifié sur certaines technos et sur quelle techno d'ailleurs vous avez été certifié. N'hésitez pas à nous dire, ça serait intéressant de savoir si certains d'entre vous ont déjà été dans cette démarche. Vous avez le petit chat. D'ailleurs, je vais en profiter avant de te laisser la main, Maxime, définitivement. Salut Moclès. Pour vous présenter les fonctionnalités de Livestorm. Donc sur Livestorm, Nicolas de Certif Microsoft. Pas mal. Est-ce que quelqu'un concurrence, Nicolas, sur les certifications Microsoft? Après, il y en a plein d'autres. Juste pour les fonctionnalités, vous avez sur le côté, vous avez bien vu le chat dans lequel vous pouvez évidemment échanger avec nous. Si vous souhaitez poser des questions, je vous invite très fortement merci Elvis pour ton retour, à utiliser l'onglet questions qui est dédié à cet effet. Comme ça va aider Maxime à pouvoir piquer dans vos questions et répondre en live à vos interrogations. Et puis surtout, quand vous posez une question, ou quand les copains posent des questions, vous pouvez upvoter ou downvoter des questions pour faire passer des questions en priorité. Donc ça, c'est assez pratique. Donc là, c'est l'onglet questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à ce niveau-là. Et vous avez un onglet sondage où à peu près 10 minutes avant la fin, on va vous partager un sondage pour savoir ce que vous avez pensé de l'événement. Donc n'hésitez pas à nous laisser, à voter avant de partir. Tu vois, Elvis est déjà sur AWS Cloud Architect qui sera le sujet de notre prochain webinaire. Très cool.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et à la fin de ce webinaire, vous allez recevoir un email avec le replay et l'ensemble des ressources, que va vous partager Maxime pour pouvoir, profiter pleinement de l'ensemble des connaissances, partagées par Maxime. Je crois que je n'ai rien oublié Maxime. Est-ce que tu me confirmes que Non, je je n'ai crois que rien tout est bon. oublié? Tout est bon? Eh ben, écoute, encore merci beaucoup à toi de passer ce temps avec la communauté Comet et nous partager ton retour d'expérience et nous aider à nous préparer à cette certification. Et puis, bah, écoute, je te laisse te présenter Blend, et dérouler. Bah, merci beaucoup. À toutes. Bienvenue tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour justement co-animer ce webinaire avec Comet. Du coup, je vais rapidement se présenter un peu ce qu'est Blend et on va aller directement dans le cœur du sujet. Donc moi, c'est Maxime, je suis CTO et cofondateur de Blend. J'ai à la base travaillé en tant qu'actuaire dans les assurances plutôt, et c'est en travaillant que j'ai commencé à découvrir donc, le monde de la data science. Je me suis formé beaucoup en data science, en data engineering. En parallèle, bien avant de faire ma formation universitaire, je faisais pas mal de programmation, je développais pas mal. Ce qui m'a permis, quand j'ai commencé à pratiquer le cloud, notamment chez Blend, j'ai dû commencer à déployer des applications, j'ai dû commencer à faire des guides, mais internes en privé. Bref, j'ai dû mettre la main à la pâte. Et c'est pour ça que j'ai choisi AWS. À la base, j'avais commencé à me former sur du GCP. Et ensuite, j'avais décidé d'aller sur AWS parce qu'on a eu des partenariats. Et du coup, forcément, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut peut-être un petit peu passer une certification. Donc, j'ai commencé à passer une première certification, la Cloud Practitioner, qu'on va aborder aujourd'hui. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir un peu plus d'expérience sur Amazon. Et j'ai commencé à enseigner après, du coup, sur du Amazon. Et là, il fallait que j'obtienne la certification Solution Architecte, donc qui est l'intermédiaire, qui est celle qui vient juste après. Et là, je vais passer prochainement la Professional Architect, donc qui est la dernière, là où il faut un peu plus d'expérience, qui est un peu plus dur, justement, je pourrais vous faire des retours là-dessus. Donc voilà, donc du coup, moi, je travaille beaucoup dans le domaine data tech, et notamment avec le cloud. Et c'est justement ce qu'on fait chez Blend. En fait, Blend, on est une plateforme en ligne où on est sur de la formation, mais surtout de l'upskilling sur les profils tech et data. C'est-à-dire que nous, on va vraiment partir sur une base en supposant que les personnes savent déjà coder, elles ont déjà des bases sur les principales technotech. Et ensuite, on va former sur du MLOps, sur du data engineering. Donc, on va surtout faire du calcul parallèle, des pipelines ML, beaucoup de cloud également, parce que forcément, on va avoir d'automatisation. Et tout ça via une plateforme en ligne. Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 2 ans d'existence, 2 ans et demi d'existence. On a formé des dizaines d'entreprises, des centaines de profils dans des pays différents, vu qu'on est sur du francophone. Donc, on s'étend sur pas mal de pays via notre plateforme. Et nous, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un peu comme pour Comet, on a des profils qui sont très orientés tech data. Nous, on a vraiment à peu près un quart sur nos profils. On a beaucoup de data analystes, de data scientists, mais également beaucoup de développeurs DevOps qui aimeraient justement apprendre un petit peu tout ce qui est calcul parallèle, data streaming, automatisation, et également des experts métiers qui, par exemple, là, sont plutôt sur la partie data science pour essayer de comprendre ce que c'est le machine learning, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des profils vraiment très tech, un petit peu comme toute la communauté Comet. C'est pour ça que je pense que c'est une très bonne occasion aujourd'hui de parler un peu de cette certification qui est vraiment intéressante et qui est pas mal demandée, notamment quand on est freelance, justement. Donc je vais démarrer cette présentation pour vous expliquer un petit peu ce que c'est la certification AWS, donc au global, pas forcément celle d'aujourd'hui, parce que la certification Amazon, elle est un petit peu échelonnée, justement, elle est assez particulière. En général, quand on commence à faire du Amazon, on utilise des documentations en ligne, on se forme sur des projets. Et en général, la première certification qu'on va devoir passer, c'est la Cloud Practitioner. Si vous voulez un ordre d'idée, si vous avez déjà des certifications, c'est un peu l'équivalent de AZ900 chez Azure ou de Google Digital Leader pour GCP. Cette certification, justement, on va en parler en détail, elle va vous permettre de montrer que vous avez les compétences, les connaissances sur les principaux services, mais surtout, et ça c'est important, on va le voir après, sur les avantages du cloud, sur toute la partie facturation, conformité, ça on n'y pense pas forcément, notamment quand on est plutôt dev, quand on est plutôt tech. Il y a pas mal de questions qui viennent à ce sujet-là, et justement, ça va être l'occasion d'en parler ensemble. Et ensuite, on a les niveaux associates. Niveau associate, pour le coup, le gap, on en parlera la prochaine fois, le gap entre les bases, donc Cloud Practitioner et associate, est assez important parce qu'on va le voir ensemble. Dans le niveau associate, là, par contre, on va vous demander d'être capable de mettre en place des infrastructures qui sont quand même
hautement disponibles, qui sont scalables, qui sont résilients. Donc ça, c'est pas évident. Et les certifications professionals, qui sont encore plus difficiles, dans le sens où les questions ne sont pas forcément différentes que la associate, mais c'est juste que par rapport au niveau intermédiaire, en général, vous pouvez éliminer facilement 2 questions. Dans le niveau professional, en général, toutes les questions peuvent être plus ou moins bonnes, c'est juste qu'il y en a une qui va être meilleure que les autres. Contrairement au niveau d'en dessous, où là, il y en a des questions qui vont être fausses. Donc c'est vraiment plus compliqué à ce niveau-là. C'est les professionnels, en général, je crois que c'est parmi les 10 certifications les plus compliquées à avoir. Vous n'en avez pas beaucoup qui sont en professionnel parce qu'elles sont assez compliquées. Et ensuite, vous avez les certifications de spécialité, où là, ça permet d'attester que vous avez des compétences sur des domaines bien précis, donc par exemple en machine learning, en data analytics, si vous faites tout ce qui est calcul parallèle, en base de données, si vraiment vous, ce qui vous intéresse, c'est de montrer que vous avez des compétences en base de données. Donc, vous avez pas mal de certifs. Donc, au total, ça vous en fait quand même un bon paquet. Mais justement, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser sur la Cloud Practitioner parce que c'est celle qui est nécessaire avant de pouvoir rentrer sur les niveaux associate ou professionnel. Spécialité, c'est un peu, on peut y aller un peu comme on veut, donc c'est pour ça qu'elles sont un peu à part. Celle où vraiment on a, on va dire, ce niveau un peu d'échelon, c'est vraiment les niveaux qu'il y a au milieu entre les bases, les associates et les professionnels. Alors du coup, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir cette certification? Parce que justement, vous avez de plus en plus, et ça vous le savez très bien, de plus en plus d'applications qui sont déployées dans le cloud, que ce soit sur Amazon, sur GCP ou sur Azure. Après, il y en a d'autres, évidemment, DigitalOcean, Scaleway. Mais du coup, vous savez que Amazon, c'est quand même lui qui concentre les plus grandes parts de marché. Et donc, forcément, quand on est freelance, en tout cas, quand on veut démontrer, attester qu'on a les compétences et les connaissances requises, les certifications, c'est un bon moyen parce que justement, elles, ce n'est pas uniquement des certifications qu'on passe à distance, sans surveillance. Elles sont quand même très, très, un petit peu réglementées. Elles sont très surveillées et c'est justement, en général, très difficile de tricher. Donc, c'est pour ça que c'est l'avantage. Ces certifications, elles mettent vraiment dans des conditions réelles. Pour le coup, Amazon met beaucoup d'investissement dans les certifications pour mettre à jour ces questions, renouveler ces questions et fait très attention à toujours proposer un juste milieu entre des questions qui sont opérationnelles, mais qui ne sont pas non plus trop faciles. C'est vrai que c'est vraiment un avantage, ça montre en fait que vous avez les capacités en fonction du niveau de la certification, soit d'interagir avec les principaux services, soit de mettre en place des infrastructures cloud, de faire de la migration, bref, que vous avez quand même pas mal d'expérience sur ce cloud provider. Du coup, si on vient sur la première certification, c'est l'objectif, c'est l'objet de ce webinaire qui s'appelle Cloud Practitioner. Donc en fait, cette certification, c'est un petit peu celle qui est en introduction, qui permet d'attester que vous avez les connaissances un petit peu globales, les concepts essentiels du cloud en tête. Et vous allez avoir globalement 4 domaines qui vont être abordés dans cette certification. C'est un peu près du un quart, même si évidemment tout ce qui est technologie, ça va être un peu plus présent. Vous avez beaucoup de questions, et ça c'est normal, qui vont être associées au concept du cloud. Quand vous allez faire du cloud, évidemment, vous allez avoir en tête toutes les problématiques de sécurité, de haute disponibilité, d'élasticité, de scalabilité, d'agilité, bref. Vous avez les piliers du cloud qui vont entrer en compte. Non seulement il faut être capable de comprendre, connaître ce que signifient ces termes, mais en plus, il faut être capable d'identifier dans telle ou telle situation, est-ce qu'on a besoin d'une élasticité, ou alors, à l'inverse, est-ce que cette situation fait référence à de la scalabilité? En fait, on a besoin justement non seulement de maîtriser les termes, mais également d'identifier les schémas, les infrastructures qui doivent répondre à ces exigences. On va également avoir quelques questions, donc là c'est plutôt on va dire d'ordre théorique, sur le CAPEX, l'OPEX. Concrètement, c'est un petit peu les avantages du cloud. Vous allez convertir les dépenses en amont en investissement initial, en investissement mensuel sur du long terme. C'est la conversion du CAPEX en OPEX. Évidemment, de connaître les principaux services. Là, pas forcément en détail, mais de comprendre un petit peu à quoi sert la puissance de calcul, les bases de données, le stockage, la sécurité, tout ce qui est réseau, etc. Ça, en général, ces concepts du cloud, ils posent pas trop de difficultés. C'est un peu du par cœur, hein. Il faut vraiment savoir ce que ça veut dire l'élasticité, la scalabilité. Ensuite, on a des questions sur la sécurité et la conformité. Notamment, ça, c'est quelque chose qui est assez particulier sur Amazon, c'est qu'ils ont mis en place ce qu'ils appellent le modèle de responsabilité partagée. Concrètement, ça veut simplement dire quelle est la frontière de responsabilité entre le fournisseur cloud, donc Amazon, et vous. En général, si on voulait schématiser brièvement, Amazon va être responsable de toute la partie physique, donc la sécurité du cloud, c'est-à-dire des infrastructures physiques, de l'alimentation, du versionning, des hyperviseurs.
alors que vous allez être responsable de la sécurité dans le cloud. Donc, c'est vous qui devez chiffrer vos données, vos applications, etc. Donc, en fait, c'est un petit peu, si vous voulez, une baseline juridique qui permet de savoir qui est responsable dans quelle situation. Et vous avez beaucoup de questions là-dessus. Pourquoi? Parce que Amazon a envie de s'assurer que vous comprenez bien qui est responsable dans quelle situation, autrement dit, quelle est votre implication dans telle ou telle situation. C'est très important parce que derrière, en entreprise, vous allez devoir satisfaire des exigences, répondre à des garanties de SLA, de disponibilité. Et donc là, vous devez vous reposer sur Amazon quand c'est le cas, quand c'est possible, mais vous devez également faire attention à savoir à quel moment est-ce que c'est votre responsabilité. Et c'est pour ça que vous avez plusieurs questions dessus, donc il ne faut surtout pas négliger cette partie de quoi je suis responsable et de quoi Amazon est responsable. Vous allez avoir également des questions sur tout ce qui est gestion des utilisateurs. Ça aussi, c'est important. Comment est-ce qu'on donne les habilitations? Quelles sont les notions de rôle, de stratégie? Et dans une moindre mesure, la sécurité réseau, même si je vous rassure, à ce niveau-là, on ne vous demande pas de savoir configurer des pare-feux, de configurer des access control list. Là, on vous demande juste de comprendre un petit peu comment fonctionnent les bases du réseau. Donc là, il n'y aura pas des questions en général techniques sur le réseau. Ça, c'est plutôt la version architecte. On va vous poser des questions sur quel port vous allez ouvrir, etc. Enfin, vous avez les technologies, là, évidemment, ça représente un tiers des questions, c'est quand même le plus important. Donc là, c'est vraiment connaître la plupart des services de compute, de base de données, savoir comment fonctionne l'infrastructure globale, quelles sont la notion de région, de zone de disponibilité, c'est quoi la notion de edge location, d'emplacement périphérique. Là aussi, ça va être pas mal de choses à apprendre plus ou moins par cœur. Évidemment, de savoir quel service utiliser. Là, en général, la technologie, c'est là où on a le moins de difficultés. Pourquoi? Parce que quand on pratique, c'est les services qu'on utilise, c'est les technos qu'on utilise. Donc, en général, on se rappelle rapidement, Lambda, ça permet de faire ça, EC2, ça permet de faire ça. Souvent, on a une idée assez précise de à quoi servent les services. Point un petit peu important, et ça, justement, j'en parlerai, c'est qu'il y a également le support technologique, c'est le niveau de support, c'est à quel moment est-ce que Amazon va intervenir pour vous aider s'il y a un problème. Ça aussi, il y a pas mal de questions, j'en reviendrai après dessus, qui ne sont pas techniques, qui sont plutôt du style quel est le plan support que vous allez choisir dans tel cas? Quel est le plan de support qui vous donne une réactivité en 15 minutes? C'est des questions toutes bêtes, qui ne sont pas ultra techniques, mais pourtant, c'est des questions qui valent des points. Parce que chaque question vaut plus ou moins le même point, la même pondération. Du coup, c'est dommage de perdre des points sur des questions où c'est que du par cœur. Donc ça, il faut faire attention. Sur la certification Cloud Practitioner, il y a quand même pas mal de questions qui sont un peu plus métier, justement. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est dommage des fois de perdre des points juste parce qu'on ne sait pas s'il faut prendre l'option support business, enterprise ou classique. Et enfin, dernier point, tout ce qui est facturation et tarification. Ça aussi, on demande à ce que vous ayez bien en tête comment fonctionne la tarification, notamment au niveau des instances, au niveau des organisations, des factures consolidées, et comment est-ce que vous allez être capable de suivre les coûts, donc mettre en place des alarmes, des alertes, tout ce qui est lié à la facturation. Bon, ça, c'est quand même un petit peu moins présent. Il y a quelques questions, mais la majorité des questions, ça va surtout porter sur les 3 premiers domaines, donc les concepts, la sécurité et les technologies. Alors, bien sûr, il y a certaines choses qui ne rentrent pas dans le cadre de la formation. De manière générale, on ne vous demande pas de savoir coder ou de programmer, d'accord? Sauf si vraiment vous allez sur les certifications AWS Professionals, on peut vous donner des portions de code en Python, en Java, donc ça peut arriver. Mais pour cette certification-là, on ne vous demande pas de savoir coder. Évidemment, normalement, la plupart, vous savez plus ou moins coder, donc ça peut être un avantage, mais vous n'aurez jamais de questions dessus. D'accord? Il n'y aura jamais des questions sur du code ou de la programmation. Tout comme à ce niveau-là, on ne vous demande pas de savoir concevoir des architectures cloud, des infras. On ne va jamais vous demander quels sont les services que vous allez mettre en place. Là, sur cette certification, on se concentre surtout sur des portions d'une infra. On va très bien vous dire, dans une infra, voilà, on a une plateforme, on a un serveur. Ce serveur, il faut qu'il soit capable de supporter la charge. Comment est-ce que vous allez faire? On ne s'intéresse pas à savoir toute la plateforme, de quoi elle est constituée. On va vraiment faire un zoom sur une partie en particulier et on va vous poser des questions dessus. Pareil, autre point, c'est la résolution de problèmes, ce qu'on appelle le troubleshooting. Ça, vous n'aurez pas de situation où on va vous demander, en fonction d'un problème qui est survenu, quelle peut être la cause. Ça, c'est des choses qui, par contre, dans la certification architecte, vont être assez présentes. Pour le Cloud Practitioner, concrètement, on va vous poser des questions pour savoir si vous connaissez ou pas tel ou tel sujet. On ne va pas vous demander, en fait, de vous mettre en situation où il y a un problème et de le résoudre. Donc, tout ce qui est également lié aux situations, au contexte,
comme les migrations, les tests de charge, l'évaluation de la sécurité, c'est hors scope, c'est hors du champ des exigences. Donc, vous n'avez pas besoin justement de vous entraîner là-dessus. Même si pour la suite, ça peut être intéressant par expérience, mais dans le cadre de la certification, ça ne rentre pas en jeu. Et évidemment, tout ce qui est application métier, je pense notamment à Chime pour les visioconférences, Workmail pour du mailing interne. Ça, pareil, évidemment, c'est hors scope. Tout ce qui est application métier ne rentre pas en compte dans Cloud Practitioner. Par contre, il faut faire attention. Ça peut arriver de temps en temps, c'est pas fréquent, mais ça peut arriver que des fois, on fasse référence à des services qui ne rentrent pas dans les thèmes abordés par la certification. Par exemple, moi, j'ai eu une question. On m'a demandé quel est le service qui permettait de faire du tracing réseau. Bon. Alors en fait, on pouvait facilement l'obtenir en procédant par élimination. C'était Amazon X-Ray, mais du coup, c'est vrai que quand on voit pas servi, quand on n'a jamais travaillé dessus et qu'on voit d'un coup cette question, on peut trouver ça bizarre. Mais en général, ce genre de questions, souvent, elles sont faites pour procéder par élimination. C'est-à-dire qu'en général, on va vous proposer 2-3 services que vous connaissez et qui ne sont pas concernés du coup par la question. Et en général, vous allez rapidement pouvoir procéder par élimination. Donc c'est rare, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, ils peuvent tout faire, mais c'est quand même très rare. Vous n'allez jamais avoir 3-4 questions dessus. Ça sera au maximum une question, voire 2 questions. Les modalités, alors c'est là où ça devient très intéressant. Pourquoi? Parce que avant, historiquement, toutes les certifications Amazon, sauf la Cloud Practitioner, c'était à faire en centre d'examen à distance pour Cloud Practitioner. Alors, centre d'examen, ce n'est pas forcément pratique parce que, bon, faut se déplacer, ce n'est pas toujours évident. Mais depuis le Covid, en fait, vous avez la possibilité de passer toutes les certifications à distance. Donc ça, c'est pratique. Mais faire très attention, à distance, ça veut dire qu'il y a des conditions. Et moi, je peux vous faire ce petit retour d'expérience parce que déjà, pour passer votre examen à distance, il vous faut un Windows ou un Mac. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous devez installer un logiciel qui s'appelle PSI ou Pearson VUE sur votre ordinateur et vous devez en fait l'exécuter pendant la certification. Donc déjà, moi par exemple, j'ai un Linux, donc forcément, j'ai un Ubuntu. La plupart des logiciels, en général, propriétaires, ne sont pas sur Ubuntu. Du coup, moi, j'avais un problème. Donc, heureusement que j'avais un Mac. Du coup, si vous êtes comme moi et que vous avez que du Ubuntu, assurez-vous d'avoir une VM ou en tout cas un Windows ou un Mac à portée de main parce que sinon, rien que ça, déjà, ça peut vous bloquer pour le passage à distance. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, faites très attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant l'examen à distance, vous avez une personne qui vous surveille constamment. D'accord? Donc en fait, vous avez un interlocuteur, une personne, au début qui va se présenter et qui va vous demander du coup de faire pas mal de manipulations. Donc elle va vous demander de prendre des photos, de tourner votre tête pour voir si vous n'avez pas d'écouteurs, elle va vous demander de montrer votre main, vous allez devoir prendre votre PC, faire le tour de la pièce, regarder au plafond, en dessous, bref. Vous voyez que là, en fait, on va vraiment vérifier que vous êtes isolé dans une pièce fermée. Donc déjà, ça prend 10-15 minutes. Et donc, à cause de ça, vous devez avoir constamment votre caméra fixée sur vous, vous devez constamment avoir le microphone ouvert et forcément, la moindre petite déconnexion Internet, même de 10-20 secondes, ça peut vous faire stopper l'examen. Donc, faites très attention, vous devez vérifier d'avoir une connexion qui est constante, la caméra toujours active, toujours dans le focus. C'est-à-dire que si vous faites ça, ou même des fois, moi je faisais ça, rien qu'en mettant la main devant la bouche comme ça, la personne me disait enlevez votre main. Donc c'est quand même assez rigide, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut s'y préparer, d'accord? Il faut être dans une pièce fermée, pas d'appareil électronique. Donc, évidemment, il faut éviter des écrans derrière. Moi, je l'avais fait dans la chambre, par exemple, parce que la chambre, au moins, il n'y a pas d'écran, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que là, il vous faut une pièce isolée, pas de bruit également. S'il y a trop de bruit à côté, par exemple, la personne peut arrêter l'examen. Puis là, du coup, vous n'êtes pas remboursé. Bref, c'est quand même assez dommage de perdre une tentative comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'y préparer. Vraiment avoir toutes les bonnes conditions. Donc, une pièce isolée, sans bruit, une connexion constante, caméra, microphone. Et évidemment, faites des tests techniques avant. D'accord? Pourquoi? Parce que le logiciel que vous téléchargez, vous pouvez l'installer et évidemment faire des tests techniques. Ne le faites pas le jour J, ne le faites pas la veille, parce que ne le faites pas juste avant l'examen, parce que si jamais il y a un problème, vous pouvez éventuellement vérifier avant, peut-être partir ailleurs ou trouver un autre moyen. Faites-le bien avant, parce que le jour J, vous avez un créneau d'une demi-heure. Si vous dépassez ce créneau d'une demi-heure, c'est terminé. Et en plus, il y a un petit temps de préparation. C'est que le temps que vous prenez photo, vous montrez votre téléphone, le temps que vous fassiez le tour de la pièce, ça prend quand même une quinzaine de minutes. Donc faites très attention, préparez-vous avant. Moi, par exemple, pour vous dire, je l'avais passé un matin à 9h et il se trouve que je ne pouvais pas lancer le logiciel, c'est-à-dire qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que je lançais le logiciel et ça tournait dans le vide.
Du coup, forcément, je n'ai pas pu le faire pendant les 30 minutes. Alors là, heureusement, j'ai pu contacter le support et ils m'ont redonné une nouvelle tentative parce qu'il y avait un problème qui n'était pas de mon ressort. Ce n'est pas un problème parce que j'étais absent ou parce que je n'ai pas validé les tests techniques. C'est parce que là, le logiciel vraiment ne voulait pas fonctionner. Capture d'écran d'appui. Mais faites attention par contre, si c'est un autre sujet, par exemple, si jamais votre connexion Internet n'est pas bonne, là par contre, si le problème vient de votre côté, ils peuvent très bien dire, non, mais nous, il n'y a pas de problème, c'est votre connexion, il fallait s'y préparer avant. Donc c'est pour ça, faites juste attention, il faut être dans des très bonnes conditions pour passer la certification. Du coup, maintenant, une fois que vous êtes prêt pour ça et vous savez que c'est bon, vous pouvez commencer à faire la certification. Alors la certification, elle coûte 90 € hors taxe et elle donne droit, par contre, ça c'est à une seule tentative, contrairement peut-être à la certification Kubernetes. Sur Cloud Practitioner, c'est une seule tentative, donc c'est pas beaucoup. Ça dure 90 minutes pour 65 questions, d'accord? Et moi, ce que je vous conseille fortement, moi c'est ce que j'ai fait pour toutes toutes les certifications, c'est que vous avez des practice exams qui sont pas chers, qui sont à 18 € hors taxe. Alors vous avez moitié moins de questions, vous avez une trentaine, mais c'est très pratique, c'est très intéressant justement à utiliser parce que ça vous permet de vous mettre dans des conditions réelles, hein. C'est le même logiciel que vous utilisez, mais c'est juste que là, bon, forcément, vous n'avez pas de personne qui surveille et c'est surtout un avantage parce que ça vous permet de voir un petit peu le niveau des questions. Souvent, c'est ça le plus gros, on va dire, la plus grosse incertitude, c'est quelles sont les questions qu'on demande, c'est quoi un petit peu le niveau qui est attendu. Et bien justement, là, vous pouvez le faire avec tout ça, vous pouvez le faire directement en mode test, hein. Il y a pas de sujet à ce niveau-là. Donc par exemple, moi, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on le fait. Donc ça va dépendre de si vous prenez PSI, donc qui est une version ou Pearson VUE. En général, PSI, je sais que c'est ce qui fonctionne un petit peu mieux. Donc je vais vous partager mon écran pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Je vais me connecter au portail certification. Alors pareil, ça aussi, je vous donnerai quelques liens parce que c'est un peu Amazon, ils ont plein de sites un peu partout et c'est compliqué de s'y retrouver entre Amazon Academy, Educate, PSI, Training. Enfin, ils ont beaucoup de sites, donc on peut s'y perdre un peu au début. Vous, le site de référence, ça va être aws.training. C'est là où vous allez avoir justement toutes votre dashboard de formation, parce que vous pourrez, on en parlera après, vous former. Et c'est également là où vous allez avoir tout ce qui est lié à la certification. Donc là, vous pouvez vous créer un compte sur aws.training, c'est gratuit. Vous aurez, on en parlera un petit peu après, vous avez du e-learning gratuit. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne certains services. Et dans la certification, donc là, vous allez être redirigé sur un autre site qui s'appelle Certmetrics. Et là, du coup, sur cet autre site, c'est là où vous avez en fait la possibilité d'acheter, entre guillemets, de prendre vos examens. Et également, vous avez vos certifications qui sont là. Alors, chose intéressante qui peut être cool, c'est que les certifications, après, elles coûtent plus cher. Par exemple, la certification Associate, elle coûte 150 $ et la version professionnelle, 300 $. Mais quand vous passez une certif, notamment la Cloud Practitioner, vous avez un bon de 50% de réduction pour une prochaine. Ce qui fait que si vous en passez une prochaine, vous avez encore 50%. Donc en fait, quand vous passez la Cloud Practitioner, la Associate est à moitié prix. Et quand vous passez la Associate, la Professional est à moitié prix. Donc en fait, au final, la Associate ne vous coûte pas 150 mais 75 $ hors taxe. Et pareil, la Professional, c'est plus 300 mais ça devient 150. Donc ça aussi, c'est bon à savoir. Quand vous réussissez une certification, vous avez pendant la durée, donc pendant les 3-4 ans, je crois, coup 50% de réduction sur toute autre certification. Et forcément, après, ça fait un sort de roulement. C'est quand vous avez une nouvelle ou quand vous repassez une certification, vous avez le droit à une nouvelle. Par exemple, ici, si je prends la Cloud Practitioner, moi j'utilise PSI, et en fait sur PSI, donc vous allez être redirigé après sur le site qui est associé. Et ensuite, là, vous allez pouvoir prendre vos Practice Exams. Donc là, par exemple, je suis redirigé sur le site qui s'appelle PSI. Bon, ça fait pas mal de redirections. Et normalement, moi, je crois que je m'étais déjà connecté. Et là, du coup, c'est un compte et vous pouvez, hop, si je vais dans Dashboard, voilà, vous allez pouvoir du coup planifier un examen pour une certification, d'accord? Et là, vous avez Practice Exam. Par exemple, si je prends la Cloud Practitioner Practice, là, vous allez pouvoir du coup la prendre et elle coûte à peu près, alors je crois qu'elle est qu'en anglais, mais elle coûte à peu près 18 €. Donc hors taxe, ça fait
total, ça doit faire du 23 €. Donc ça peut être intéressant justement si vous voulez tester. Vous avez une trentaine de questions, donc c'est pratique. Ça, moi, je vous conseille fortement de faire ça. Ça vous donne un petit résumé, ça vous permet de voir un petit peu le niveau qui est attendu. Faites vraiment un examen practice qui vous permet de voir un peu le niveau des questions. Et n'hésitez pas non plus, moi c'est ce que je vous conseille, moi je l'avais fait pour la version architecte parce que je ne le savais pas trop. Sur Udemy, vous avez pas mal de choses. Sur Udemy, vous tapez Cloud Practitioner Test et vous avez pas mal de questions qui sont répondues, qui sont expliquées en détail. Donc ça peut être pas mal, vous voyez. Notamment Stéphane Marie, qui est quand même assez, qui est très très AWS. Voilà, il y a pas mal des practice exams, ça coûte une quinzaine d'euros et vous avez des dizaines et des dizaines de questions. Donc ça c'est pas mal justement si vous voulez vous entraîner avec une correction automatique, c'est assez cool. Voilà pour comment se préparer au niveau des questions. Je vais repartager mon petit PDF. Et du coup, là maintenant, si jamais vous voulez commencer à faire la certification, donc là, ce qu'on vous recommande en général, c'est 6 mois d'expérience. Alors après, ce n'est pas 6 mois d'expérience vraiment pleine. Au final, c'est un petit peu comprendre les bases. Si vous venez d'un autre cloud provider, par exemple, si vous avez déjà fait du Google ou du Azure, normalement, ça devrait se faire plutôt facilement parce que vous avez déjà les connaissances en cloud. Si vous n'avez jamais de cloud, le temps d'ingérer toutes les connaissances, de pratiquer un peu, parce que aussi il faut avoir des connaissances spécifiques à Amazon. Voilà, on vous recommande 6 mois. Moi, ce que je vous recommande, c'est à la fois de mixer une partie documentation, parce qu'il y a des choses comme par exemple toutes les questions liées à la conformité, toutes les questions liées au support, aux offres, au plan de support. Ça, forcément, on ne peut pas le deviner. Ça, c'est un peu du bachotage, entre guillemets. Par contre, savoir quel service permet de faire quoi, comment est-ce qu'on utilise un service, ça, je recommande fortement de pratiquer sur des projets parce que ça va vous permettre en fait d'avoir une réponse un petit peu à chacune de vos questions en pratiquant. Et normalement, quand on pratique, ça reste mieux que quand on lit quelque chose ou quand on l'apprend de manière un peu brute. Moi, je vous conseille vraiment de travailler surtout sur les instances EC2 et Lambda pour le calcul. Les questions, elles se résument qu'à ça. Vous n'avez pas d'autres outils qui s'interviennent. Pour tout ce qui est stockage, les disques durs avec EBS, le stockage de fichiers plats avec S3. Pour tout ce qui est réseau, rapidement, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on vous demande juste de connaître un peu ce qu'est un VPC, ce que c'est un sous-réseau, ce que c'est une adresse IP. On ne vous demande pas de savoir ce que sont les blocs CIDR, on ne vous demande pas de savoir précisément comment ça fonctionne, mais simplement de savoir qu'il y a des notions d'adresse IP, qu'il y a des sous-réseaux qui existent. Et les bases de données, pareil, on ne vous demande pas de savoir faire du SQL, mais juste, il y a les bases DynamoDB qui est la version NoSQL managée. Il y a RDS qui vous permet d'avoir du Postgre, du MySQL en mode tout automatisé. Bref, vous avez pas mal de choses. Donc vraiment, pour résumer, le plus efficace, c'est de faire des projets variés. Moi, je vous conseille vraiment de faire des projets différents. Vous avez plusieurs possibilités. Nous, sur la plateforme Blend, on va bientôt mettre en place justement des projets là-dessus. Et vous avez également AWS Skill Builder. C'est l'onglet qui était présent sur le AWS Training que je vais montrer tout à l'heure. Vous pouvez justement l'utiliser pour mettre en place des projets. Il y a justement pas mal de choses intéressantes à ce sujet. Alors du coup, on va se mettre un peu dans le bain, justement dans le grand bain, et essayer de voir ensemble quelques questions. Mais avant, du coup, quelle est la forme des questions? Vous avez 2 types de questions dans l'examen. Soit des questions à choix multiples. Donc là, en général, c'est assez simple. Vous avez 4 propositions et vous allez en éliminer 3. Il n'y en a qu'une seule qui est valide. Donc ça, en général, c'est la plupart des questions, c'est du QCM, c'est des questions à choix multiples. Dans la Cloud Practitioner, je dirais que c'est du 75%. Les 3/4, c'est du question à choix multiples. Et vous avez certaines fois, un peu moins souvent, mais ça arrive, des questions à réponse multiple. Et là, en général, vous allez avoir en moyenne au moins 5 propositions ou plus. Et ensuite, sur les 5 ou plus propositions, vous allez avoir 2, voire 3 réponses. Alors, des fois, ça peut être 4. En général, ils vont vous dire justement, il y a 3 réponses, 4 réponses. En général, ils vous donnent le nombre de réponses. Alors, point important, ça n'a pas forcément d'intérêt quand on le dit directement comme ça, mais c'est écrit dans la doc. Quand vous passez l'examen, donc vous avez 65 questions, et vous allez avoir un score entre 100 et 1000. Alors, ce score, on ne peut jamais savoir comment il le calcule. Ça, c'est une sauce interne et on ne pourra jamais savoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'examen, donc dans les 60 questions, vous en avez 15 qui sont non scorées. Ça veut dire que ces 15 questions ne donnent pas de points, n'ont pas d'incidence sur votre score. Et en fait, ces questions-là, elles ont justement un objectif. Non seulement elles permettent de voir justement de vous mettre dans d'autres situations, mais en plus, elles permettent à Amazon
de vérifier si la question elle a un niveau de difficulté qui est acceptable, si elle n'est pas trop facile ou pas trop difficile pour la certification. Parce que forcément, Amazon doit mettre en place, rafraîchir un petit peu leur base de questions. Et des fois, il y a des questions qui peuvent être un peu compliquées. Donc, si jamais vous avez le sentiment à un moment donné qu'une question est difficile, faites attention, c'est normal, ça peut des fois être une question non scorée, donc qui n'a pas d'incidence sur votre score. Et ça, je le dis parce que des fois, sur 65 questions, on commence à être à la 20-30e et on commence à douter. Quand ça, c'est normal, on va commencer à douter parce que justement, on se dit, je ne comprends pas, il y a des questions difficiles. N'oubliez pas, vous avez 15 questions qui n'ont pas d'incidence sur le score sur les 65. C'est pas rien quand même, hein, c'est à peu près 15-20%. C'est 20% de questions qui n'ont pas d'incidence, hein. Donc c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Elles sont là justement pour essayer de voir est-ce que ces questions dans le futur pourront être ajoutées à la banque de questions. Et pour valider votre examen, il vous faut un minimum de 700. Donc pour rappel, les scores sont entre 100 et 1000. Il vous faut 700 pour avoir la certification. À la fin de la certification, Amazon vous donne le score, mais ne vous donne pas les réponses, évidemment. Il ne vous donne pas non plus où est-ce que vous vous êtes trompé. Des fois, ça arrive, il vous donne quelques tips. Il vous dit, bah voilà, vous avez eu plus de maths sur les questions d'architecture, vous avez eu un peu de difficulté pour les questions de facturation, mais c'est tout. Ils ne vont pas vous dire, là, vous avez tant de pourcents, là, vous avez tant de bonnes réponses. Ça, vous ne le saurez jamais. Donc, en fait, à la fin, votre seule réponse, votre seul feedback, c'est un score. C'est pour ça que je vous conseille de faire les examens de thèse comme sur Udemy, comme sur ce genre de plateforme qui vous permettent justement de voir là où vous avez le plus de difficultés. Est-ce que vous avez plutôt du mal sur les questions de concept, sur les questions de technologie? C'est très important justement de savoir un petit peu quelles sont vos difficultés. Moi, je sais par exemple, j'avais pas mal de difficultés sur tout ce qui est réseau et modèle hybride, par exemple. Vous savez que j'avais un peu de mal à faire du cloud hybride, du coup, je me suis pas mal formé dessus pour essayer de combler un peu les lacunes que j'avais dans ce domaine abordé par la certif, par exemple. Donc, quelques conseils. On va ensemble dérouler quelques questions pour que vous ayez une petite idée. Donc, pour répondre efficacement aux questions, déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est prenez le temps. Vous avez 90 minutes pour 60 questions, sachant qu'il y a des questions dans la certification Cloud Practitioner, elles se répondent en quelques secondes. Donc, prenez votre temps, d'accord? N'essayez pas prenez les 90 minutes que vous avez à disposition et surtout, détectez les points critiques. Il y a des questions, en fait, vous allez avoir un point critique dans la définition. Ça va être soit quelque chose qui est lié au coût, ça va être quelque chose qui est lié à la sécurité ou à la haute disponibilité. C'est très important parce que des fois, vous pouvez avoir 2 propositions, voire 3 qui fonctionnent. Et en fait, ce qui va permettre d'éliminer les 2 qui ne sont pas bonnes sur les 3, ça va être justement ce point critique. Est-ce que c'est optimisé en termes de coût, en termes de sécurité, en termes d'efficacité technique? Donc ça, c'est important à bien identifier quel est le mot-clé qui est le plus décisif dans la question. Pareil, procédez par élimination. En général, quand la réponse n'est pas évidente, vous faites une élimination. Vous retirez pas à pas les questions qui sont les moins, qui sont les propositions qui sont tout de suite pas évidentes. Pareil également, sautez certaines questions si vous avez un doute. D'accord? À la fin, vous passez les questions et vous pouvez faire un récap, revenir sur des questions antérieures. Donc ça vous permet, si vous avez un doute, commencez par les questions dont vous êtes sûr et à la fin, vous revenez sur les questions où vous avez un peu plus de doute. Ça vous permet justement, des fois, de voir d'autres questions et peut-être de vous rappeler de certaines choses. Et enfin, ça je le dis surtout pour celle-ci, ne sous-estimez pas les questions non techniques. Typiquement, les offres support, quels sont les réseaux de partenaires Amazon, c'est tout bête, mais si vous avez ne serait-ce que 4 ou 5 questions dessus, c'est dommage de perdre des points, de perdre 4 ou 5 questions sur des sujets où en fait c'est un peu du par cœur. Donc faites attention, il y en a quand même, pour la première certification, il y en a quand même un bon petit paquet qui concerne tout ça. Donc, pour vous donner un petit exemple de quelques questions. Alors, dans les slides, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si on les fera toutes parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de questions, mais en tout cas, vous avez quelques questions, le genre de questions qui est attendu. En général, dans la Cloud Practitioner, les questions, elles font 2-3 lignes. Ce n'est pas comme l'architecte ou la professionnelle où là, vous avez vraiment des paragraphes. Les questions sont très ciblées. Par exemple, ici, c'est une question à choix multiple. Vous avez 2 réponses. On vous dit quels sont les 2 services/fonctionnalités qui sont nécessaires si vous voulez obtenir une architecture hautement disponible et tolérante à la faute. Là, c'est un peu on sait ou on ne sait pas. Par exemple, Elastic Load Balancer, c'est ce qui vous permet de faire de l'équilibrage de charge. Donc déjà, on sait que forcément, équilibrage de charge, haute dispo, on sait qu'il y a un lien. CloudFront, par exemple, ça abordé ça en général dans les documentations. C'est un distributeur de contenu, c'est un CDN. On sait que ça ne va pas être lié à ça. Ce n'est pas lié à notre archi, c'est pour distribuer du contenu. Elasticache, c'est une base en mémoire cache. Pareil, on se dit que ça n'a pas grand raison d'être lié à ça.
Et au final, l'autoscaling, c'est ce qui permet de redimensionner en fonction de la charge. Donc, on comprend tout de suite que l'autoscaling, c'est une feature qui est indispensable quand on veut être hautement disponible. Donc là, déjà, si on élimine la B et la C, parce que la B, pas très intéressante, c'est pour du contenu statique. La C, c'est une base en mémoire cache. Bon. Même si on ne sait pas exactement le nom des services, déjà, on sait que la B et la C, ça ne rentre pas dans le scope. Donc, on a envie de dire c'est la A et la D. Vous voyez, on procède par élimination. Donc, vous avez des questions qui vont sur les concepts du cloud. Donc là, typiquement, qu'est-ce qui décrit le mieux le concept de tolérance à la faute? En général, la tolérance à la faute, c'est la capacité d'avoir un certain montant d'échecs, une certaine quantité d'échecs partiels qui vont quand même permettre au système de rester fonctionnel. Donc, c'est typiquement ce qu'on a avec les bases de données primaires, secondaires. C'est ce qu'on a avec le système de multizone. Donc là, en général, on a envie de dire par connaissance, c'est la réponse numéro A qui va rentrer en jeu. Et là, pareil, si on procède par élimination, même si on ne se rappelle plus trop, on comprend que le fait d'augmenter la capacité, c'est plutôt la mise à l'échelle, donc la scalabilité. Le fait d'un système d'être disponible tout le temps, c'est plutôt la haute dispo, ce n'est pas le fait d'être tolérant à une panne. Bref, on peut rapidement un petit peu éliminer certaines propositions. Donc là, autre concept du cloud, c'est tout ce qui est infrastructure. Qu'est-ce qu'une région Amazon? Bon, là, une région Amazon, il faut le savoir. La décomposition, c'est une région contient plusieurs zones, une zone contient plusieurs data centers. Et donc, à partir de cette hiérarchie, on comprend tout de suite que ça peut être que la réponse B qui permet de répondre à la question. Donc là, c'est plutôt un genre de question où il faut savoir du par cœur ce que c'est vraiment la hiérarchie des infrastructures de Amazon. Alors, autre question, ça vous avez beaucoup, l'optimisation des coûts. Ça va être des questions classiques où on va vous dire, voilà, vous avez telle situation, et là, le mot qui est important, ça va être le most cost effective. Autrement dit, vous avez ici potentiellement 2 ou 3 propositions qui fonctionnent, mais il y en a une seule qui va être vraiment optimale. Donc, par exemple, vous avez 1000 utilisateurs en continu, et d'un coup, 8 heures par jour, la journée par exemple, vous doublez quasiment ce nombre d'utilisateurs. Donc là, votre question, ça va être comment est-ce que je vais être capable de toujours proposer un service, une plateforme qui est fonctionnelle, que j'ai 1000 ou 2000 utilisateurs. Ça, en général, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir plusieurs propositions. Et là, par exemple, celle qui serait la première, elle n'est pas adaptée. Pourquoi? Parce que les instances spot, elles peuvent se fermer à tout moment. Donc là, déjà, techniquement, vous n'allez pas remplir les critères parce que du coup, vous pouvez à tout moment perdre votre plateforme. Ce n'est pas adapté. La B, elle fonctionne. La C, elle fonctionne et la D aussi. Donc là, B, C et D, techniquement, elles vont fonctionner. Elles vont vous permettre d'avoir un trafic, d'avoir un service qui est toujours disponible. Par contre, la B, c'est très cher. C'est-à-dire que vous allez payer 66% du temps, les 2 tiers du temps, vous allez payer de la capacité de calcul qui ne sert pas. Parce que vos 1008 utilisateurs, c'est que 8 heures par jour. Le reste du temps, vous êtes à 1000. Donc par exemple, la B, oui, elle va fonctionner, mais elle n'est pas du tout optimisée en termes de coût. La C, par exemple, elle a l'air intéressante parce qu'on se dit, OK, on a des instances réservées qu'on a payées, qu'on a réservées sur 1 ou 3 ans avec 1000 utilisateurs. Et en fonction du besoin, hop, on ajoute des instances à la demande que je peux à tout moment, du coup, résilier. Là, c'est intéressant parce que du coup, c'est vraiment cette logique où on a une base qui est réservée et en fonction de la demande, en fonction des besoins, on achète, en tout cas, on paye des serveurs à la demande. Donc là, ce serait plutôt, par exemple, la proposition numéro C qui sera adaptée parce que c'est la plus optimisée en termes de coût. Parce que la B, elle est intéressante, mais par contre, en termes de coût, ce n'est pas la plus optimisée. Vous avez pas mal de questions là-dessus. Là, c'est un peu le même principe. Vous allez avoir des questions qui sont liées au trafic. Là, typiquement, ça va être, vous avez 5000 utilisateurs et vous avez certains utilisateurs qui ont un access denied. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement ajouter automatiquement des serveurs en fonction de la demande? Là, c'est pareil, quelque chose qu'il faut absolument savoir, c'est l'autoscaling, par exemple. Donc ça aussi, c'est ce genre de questions. Et une dernière, la sécurité-conformité. Par exemple, on va vous dire quelle est la bonne pratique sur l'IAM, donc sur tout ce qui est gestion des comptes, pour le compte racine Amazon. En fait, vous avez un compte racine Amazon qui est le compte principal et vous pouvez créer des utilisateurs pour ce compte. Là, pareil, c'est ce qu'il faut savoir. En général, quand vous faites du cloud, on vous déconseille d'avoir le compte racine, le compte admin, qui fasse des actions dans le cloud. En général, vous avez le compte racine admin qui gère toute la partie facturation, qui gère la partie utilisateur. Et ensuite, ce sont les utilisateurs qui vont accéder aux services, aux ressources. Donc, en général, on évite d'utiliser le compte racine pour faire des opérations parce que c'est le compte super admin. C'est potentiellement le compte qui peut tout supprimer. Donc, vous n'avez pas envie d'avoir une brèche de sécurité pour ce compte. Donc là, par exemple,
on utilise le contrat SIN root uniquement pour accéder aux informations sensibles qui sont hébergées sur Amazon. Voilà quelques exemples de questions qui vous sont proposées sur Amazon. Alors, il y a quelques petites questions. Je vais y répondre. Alors, première question. Bonjour, je suis étudiant en Big Data et est-ce que préparer une certification AWS est intéressant pour moi? C'est toujours intéressant une certification, qu'on soit en Big Data ou qu'on soit de manière générale en mathématiques appliquées à l'université, c'est toujours un plus. Notamment quand vous êtes étudiant, parce que du coup, ça veut dire que vous avez justement appris des choses sur les parties opérationnelles. Quand on est normalement, en général, à l'université, en école, en général, on ne fait pas trop de choses opérationnelles, on fait plutôt de la théorie. Et là, justement, le fait d'avoir une certification Amazon, ça permet de montrer que voilà, j'ai fait aussi des projets appliqués, j'ai fait quelque chose d'opérationnel à côté de la théorie que j'ai vue en classe. Et du coup, c'est une très bonne chose, justement, de préparer. C'est très intéressant de préparer cette certification, justement, quand on est étudiant. Parce que du coup, ça permet vraiment de valoriser son expérience sur quelque chose d'opérationnel. Et du coup, est-ce qu'il faut avoir une expérience dans le cloud Amazon avant de préparer une certification Cloud Practitioner? Oui, mais je te rassure, il ne faut pas avoir des années. Si tu n'as jamais touché au cloud, tu peux te former et tu vas voir que déjà en quelques semaines, tu vas comprendre des principes assez rapidement et que en faisant des questions, en testant justement les practice exams, au bout de 4-6 mois, déjà, tu vas pouvoir passer la certification sans difficulté. Alors, Ronan qui nous dit, en cas d'échec, après combien de temps peut-on réessayer? Alors, c'est une bonne question. Il me semble qu'en cas d'échec, il faut que tu attendes entre 1 et 2 semaines, je crois. Alors, je ne sais plus exactement, mais c'est en termes de semaines, hein. Il me semble que tu dois attendre 2 semaines avant de pouvoir repasser une tentative. Pour toutes les certifications, d'ailleurs, je crois que c'est le même temps. La certification se passe dans quelle langue? Eh bien, justement, quand je l'avais passée, il y a à peu près, il y en a une, c'est il y a 6 mois ou un peu plus, et il y a 1 an, c'était en anglais, qu'en anglais ou en chinois simplifié. Et j'ai vu récemment qu'en fait, ils ont commencé à mettre des versions françaises. Donc apparemment, je ne l'ai pas testé, mais c'est très récent, c'est qu'il y a 3-4 mois, vous avez maintenant la possibilité de passer dans d'autres langues. Par exemple, Cloud Practitioner, maintenant, vous pouvez le faire en anglais, en français, en allemand, en italien, japonais, coréen, portugais, espagnol. Donc là, vous avez la possibilité de le faire en français. Donc après, pourquoi pas? Là, je ne pourrais pas vous dire si les questions sont plus faciles, plus difficiles, parce que je l'ai fait en anglais. Mais apparemment, maintenant, vous pouvez le faire en français, même la version architecte. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, en effet, ça peut être intéressant. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous n'avez pas de difficulté, je vous conseille quand même de faire de l'anglais, parce que des fois, il y a des mots, quand on traduit, par exemple, le contrat SIN, ça se traduit en anglais root account. Du coup, si on est habitué à voir le mot root account et que d'un coup, on voit contrat SIN, moi, par exemple, contrat SIN, au début, je n'avais pas très bien compris ce que ça voulait dire. Des fois, ça peut du coup vous porter préjudice, justement. Ça peut vous poser problème parce que la traduction va être différente. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais bon, si vous avez des difficultés en anglais, je vous conseille de le faire en français pour éviter de perdre des points sur une compréhension de questions. Alors ça, c'est une bonne question. Et quelle est la durée de validité d'une certification IE après quoi il faut renouveler? En effet, alors c'est un business, hein, les certifications cloud, mais pas que de façon Amazon, ont une validité de 3 ans. D'accord? Alors là, pour le Covid, je crois qu'ils avaient remis 1 an de plus, mais concrètement, vous avez une validité de 3 ans. Ce qui veut dire qu'au bout des 3 ans, vous devez repasser les certifications avec, évidemment, comme on l'a dit, moitié prix, 50% de réduction. Il y a quelque chose qui est assez justement assez important, c'est qu'en fait, admettons, ne passez pas toutes les certifications si vous avez une certification plus élevée. Je m'explique. On a vu tout à l'heure, vous avez plusieurs niveaux de certification. Admettons, vous passez la Cloud Practitioner aujourd'hui, dans 1 an, vous passez l'architecte et dans 2 ans, la Professional. Vous n'allez pas repasser la Practitioner, sachant que vous avez la Pro. Ça n'a pas de sens. Si vous avez la certification Pro, déjà, c'est que vous avez clairement les compétences des niveaux d'en dessous. Donc, pas besoin de passer les certifications, de repasser les certifications des niveaux d'en dessous, d'accord? Si, par exemple, demain, vous avez fait l'architecte, vous avez besoin de repasser que l'architecte. Vous n'allez pas repasser la Practitioner. Sachant que si vous repassez une qui est niveau au-dessus, par exemple, vous repassez l'architecte, celle du niveau d'en dessous que vous avez déjà est revalidée pendant les 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, vous remettez à plat, entre guillemets, les horloges. Comme ça, par exemple, moi, c'est ce que j'avais fait. J'ai passé la Cloud Practitioner il y a 1 an et demi, et j'ai passé l'architecte il y a 8 mois. Du coup,
il y a 8 mois, ben, ma cloud practitioner a été remise à 0 en fait, le moment où j'ai eu mon architecte. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de repasser toutes les certifs, hein. Vous devez uniquement repasser le niveau le plus élevé, ce qui validera automatiquement, ce qui remettra les compteurs à 0 pour les autres certifications du niveau d'en dessous que vous avez. Alors, est-ce qu'une certification peut être prise en charge par le CIF? Alors CIF, c'est, est-ce que c'est genre, comme le CPF, fonds GESIF? Est-ce que c'est les fonds, de formation? Dans tous les cas, les fonds de formation ne sont pas acceptés. C'est-à-dire que, heu, vous pouvez payer uniquement une certification par, votre carte bancaire ou par une entreprise qui vous la paye, mais vous ne pouvez pas passer par les fonds de formation, comme fonds GESIF, comme le CPF, comme le CIF. Ça, vous êtes obligé de passer par, par un paiement direct, hein. C'est pas pris en charge par ce genre d'institution, entre guillemets, ce genre d'assaut. Alors, d'après vos expériences, c'est quoi le parcours idéal pour la cour d'apprentissage? Alors après, moi, par exemple, j'ai commencé AWS parce que j'avais besoin de le faire, parce qu'il fallait que je déploie une application. Donc moi, typiquement, j'avais vraiment aucune expérience en déploiement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je savais coder en C#, en Python, un peu en Scala, je savais faire des langages. Par contre, je ne savais pas du tout déployer. Donc pour moi, les systèmes D d'Unix étaient inconnus. Tout ce qui est notion de service, j'avais pas trop, même les API, je connaissais pas trop. Bref, moi, j'y suis allé un petit peu comme ça et j'ai appris. Alors, je me suis un peu cassé les dents dessus, mais c'est normal. Donc, en fait, j'ai appris comme ça. Au final, au début, ça peut paraître compliqué, surtout Amazon, parce qu'Amazon, pour le coup, est très complet. Par exemple, en comparaison, Google est peut-être un peu plus user-friendly. Donc, c'est vrai que Google GCP, on aime bien pour ça quand on débute, parce qu'il est plutôt simple à utiliser. Il est assez épuré. Amazon, vous rentrez dedans, ça y est, vous avez un panel à gauche avec 30 liens, vous avez tous les trucs au milieu. Bon, ça peut être un petit peu déroutant au début. Donc, faut pas s'inquiéter. Au début, c'est un peu difficile, c'est normal. C'est pour ça que moi, ce que je vous conseille, c'est de suivre des parcours qui sont un peu guidés. Par exemple, nous, sur Blend, on a un parcours maîtrise de cloud sur Amazon où en fait, on le fait pas à pas. On est un peu guidé. Moi, je vous déconseille d'ouvrir Amazon et de partir tête baissée dedans parce que vous allez vous perdre et du coup, ça va être contre-productif. Moi, je vous conseille de suivre des formations en ligne, justement, par exemple, qui vous permettent de guider un peu. Parce que faut commencer par quelque chose. En général, vous commencez par les concepts, par l'infra. Vous commencez pas par le compute, vous commencez par la sécurité, puis le stockage, le compute, les bases de données. Vous voyez, il y a vraiment un petit peu une hiérarchie, un certain ordre, parce que ça peut très rapidement être compliqué. Là, après, vous commencez à aller sur tel ou tel service, mais vous n'avez pas terminé de configurer. Surtout qu'en plus, vous avez des notions de groupe de sécurité, vous avez des notions de contrôle d'accès, de rôle en plus qui viennent. Donc, quand on n'a pas en tête, en fait, on peut rapidement partir un peu dans tous les sens. C'est pour ça que moi, je vous conseille de suivre une formation, en tout cas un projet qui est guidé, si vous n'avez pas d'expérience, pour justement commencer à vous faire la main dessus. Mais après, si vous êtes développeur, bah, vous savez comment on fait la documentation, on teste, on itère, on voit ce qui ne marche pas, et en général, après, on apprend vraiment sur le tas. De toute façon, moi, c'est comme ça que j'ai appris le cloud. J'ai toujours appris sur le tas, en faisant des projets, en essayant d'être guidé un petit peu sur des forums sur Internet, en essayant de me renseigner quel projet je pouvais mettre. C'est vraiment par expérience que j'ai appris tout ça. Clairement, ce n'est pas en lisant la documentation que vous allez pouvoir, justement, même celle-là, même la certification Cloud Practitioner, la documentation elle vous sera un peu légère et ne vous permettra pas d'aller jusqu'au bout. Donc, moi, vraiment, le mot de la fin, c'est que je vous conseille d'essayer de pratiquer justement avec des projets. Ça vous permettra en fait de répondre à l'aise je dirais, aux trois quarts des questions que vous allez rencontrer pendant la certification. Bah, écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Je laisse la main à Sarah. Ah, c'est Chloé, mais t'inquiète, parce qu'effectivement, on se log avec le compte de Sarah. Bah, merci beaucoup, Maxime, pour l'ensemble de ces informations. Il nous reste 5 minutes, alors déjà très chouette pour l'ensemble de vos questions. Il est toujours temps de poser une dernière question à Maxime, donc n'hésitez pas. On a partagé en parallèle le sondage pour savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire. Donc surtout, n'hésitez pas à voter. C'est toujours précieux pour nous d'obtenir vos retours concernant ces sessions. Et j'en profite, Maxime, pour partager le fait que, comme le partageait Louis de la communauté, enfin de Comet, qu'on a un partenariat effectivement avec vous, pour tous les membres de la communauté, effectivement.
Donc lorsque vous êtes membre Comet, vous pouvez participer à vos formations Blend et vous avez une réduction. Donc ça, c'est accessible directement, depuis votre compte Comet. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder et puis si vous avez des questions, bah, venez nous voir, on vous informera, on vous répondra, enfin on répondra à vos questions à ce niveau-là. Bah, écoute, je pense qu'on s'est tout dit. Est-ce que c'est OK pour toi, Maxime? Yes, moi, tout est OK. Il y a juste, j'ai vu Tout une est dernière OK? question de Léa, Ah! Alors vas-y, qui est, bah, pour laisse-moi. le coup, qui est intéressante, c'est vrai, c'est une question que je me suis moi-même posée. Est-ce qu'il faut se spécialiser dans un cloud ou connaître un peu tous les clouds? La spécialisation, il faut le faire dans un cloud, parce que c'est vraiment compliqué d'être, ultra spécifique sur du Azure, du Amazon, du GCP. Donc moi, je conseille vraiment, si on veut aller à fond, c'est dans un cloud. Et après, par contre, on peut très bien dire, normalement, si vous êtes à fond dans un cloud, les autres, vous allez quand même maîtriser, parce que les services sont plus ou moins un peu identiques, hein, c'est quand même, les mêmes principes. Et moi, je conseille vraiment d'être spécialisé dans un cloud, mais quand même d'avoir ensuite des bases, donc typiquement, soit les niveaux fondamentaux, soit associés, si vraiment on veut être à fond. Si vraiment vous êtes DevOps, par exemple, ça peut être intéressant d'être spécialiste d'un cloud, mais quand même d'avoir des niveaux intermédiaires associés pour, par exemple, les autres comme Amazon, GCP ou ce genre de choses. Donc moi, je vous conseille pas vraiment d'être spécialisé que dans un, parce que des fois, vous avez des clients qui peuvent être, notamment, je pense en France, il y a pas mal d'Azure, qui sont utilisés dans les grandes boîtes. Ça peut être intéressant d'être spécialiste d'un cloud, mais quand même d'avoir des connaissances dans d'autres. Moi, je vous conseille vraiment de vous focuser sur un cloud et d'avoir du niveau débutant, intermédiaire dans les autres. Top. Top. Bah, écoute, merci beaucoup encore, Maxime, pour cette présentation. On se retrouve le mois prochain pour parler, d'une nouvelle certification AWS et le mois suivant d'ailleurs aussi pour parler, Kubernetes, il me semble, si je me trompe Exactement. pas. Donc merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. On se retrouve très vite et puis, d'ici quelques heures, vous allez recevoir le replay pour ne rien manquer, de ce qu'on a pu se dire. Et puis on vous dit, du coup à très vite. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Chloé. Salut. À bientôt. Bonne journée.